Camille, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui est dédié à la revue de projet 2022. J'aurai le plaisir d'animer cette séquence avec... Alors, pardon, je suis d'abord Suzy Chevet, chef de projet Cité éducative à la NCT. Et j'aurai donc le plaisir d'animer cette séquence avec mes collègues Dienaba Endoy, qui est chargée de mission également sur les cités éducatives à la NCT, et Saïda Belaïd, qui travaille à la DGESCO au bureau de l'éducation prioritaire et qui est également en charge des cités éducatives au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc, cette séquence est enregistrée, donc voilà, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être intéressées par cette présentation. Il y a, je rappelle, une deuxième séance qui est prévue le 10 novembre prochain également. Elle aura vocation à venir préciser en fait un certain nombre de points, parce que d'ici là, on aura bien entendu ouvert le nouveau format de questionnaire, etc. Et donc, il y aura probablement beaucoup de nouvelles questions. Donc voilà, il y aura une séance qui sera vraiment pas de rattrapage, mais pour compléter en tout cas ce qu'on aura dit sur cette première séquence. Au niveau du programme du jour, on va avoir une première partie avec, on va dire, un peu du contexte, où on va rappeler rapidement voilà, ce que c'est que la revue de projet, comment ça va se passer cette année. Et ensuite, on aura une deuxième partie un petit peu plus longue, où notamment on va vous présenter vraiment le questionnaire en ligne. Donc ce sera, on va dire, plus technique sur cette partie-là. Et pas d'inquiétude, à la fin de la séance, on prendra un maximum de questions sur le temps restant et un peu plus sûrement. Et puis, on vous donnera aussi la parole à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas quand même, hein, bien sûr, à commencer à déposer vos questions dans le chat si on peut, on y répondra au fur et à mesure. Par le chat. Mais sinon, voilà, on prendra autant de questions possibles à la fin. Et puis, on continuera de répondre par mail comme d'habitude. Donc, pour débuter, un petit rappel sur ce que c'est que la revue de projet, notamment pour les nouveaux arrivants. Donc, qu'est-ce que c'est que la revue de projet? C'est avant tout un point d'étape annuel dans le déploiement du projet de chaque cité éducative qui se fait en présence de l'ensemble des parties prenantes concernées. En fait, l'objectif, c'est d'établir donc un bilan annuel du pilotage administratif et financier de la cité éducative. Mais pas seulement, on n'est pas seulement sur la notion de bilan, mais aussi sur faire un point d'étape pour vraiment discuter de la dynamique du projet. Voilà, on attend à ce moment-là que vous fassiez entre acteurs un vrai focus sur les modalités de coopération, sur la mise en œuvre de la logique de parcours éducatif. Un point de vigilance, c'est que ce bilan annuel de revue de projet, il ne se confond pas avec les enjeux liés à l'évaluation. Enfin, la revue de projet ne se confond pas avec l'évaluation. Bien entendu, c'est un outil dans l'évaluation, c'est un outil de suivi voilà, et qui peut tout à fait s'intégrer dedans, mais il ne faut pas le confondre. On attend bien également en parallèle d'une évaluation dans chaque cité éducative. À savoir aussi que cette revue de projet, nous, de notre côté, voilà, c'est vraiment une séquence d'observation de ce qui se passe dans chaque cité éducative, et que notamment, c'est également un moment où, lorsque vous faites le point, si vous identifiez des difficultés sur votre territoire, nous, on est tout à fait disponible après pour organiser un échange, notamment entre voilà, les membres de la NCT et de la DGESCO et les copilotes de la Troïka, par exemple, afin de favoriser la résolution de ces difficultés qui pourraient être identifiées, notamment au travers de la revue de projet. Donc pour ça, on reste vraiment très disponible. Après, je vais laisser la main à ma collègue Saïda, peut-être. Saïda, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors peut-être revenir sur l'organisation des revues de projet. C'est un premier exercice pour les dernières cités labellisées, mais les anciennes cités première, deuxième vague sont habituées à l'exercice. Donc, c'est un exercice qui consiste, comme vient de le dire Suzy, effectivement, à dresser le bilan des actions qui, en fait, s'inscrit en fin d'année civile. C'est important pour les collègues de l'Éducation nationale. On est bien sur un bilan des actions en fin d'année civile qui est en fait la préfecture du département, le préfet, les services de l'Éducation nationale et la collectivité qui porte les cités éducatives sont à la manœuvre. Et la démarche du bilan, en fait, s'inscrit complètement dans l'esprit des cités éducatives. C'est une démarche partenariale et qui donc peut tout à fait et même se doit d'associer un maximum de partenaires, parties prenantes des cités éducatives. On peut voir peut-être dans certains départements l'association de conseils départementaux ou d'associations, voire de publics bénéficiaires.
Il est fortement conseillé pour cet exercice d'organiser en fait les conditions pour que vous puissiez faire ce bilan dans les meilleures conditions possibles, notamment au préalable en préparant cette démarche avec une réunion technique. Vous avez reçu la trame du questionnaire cet été, donc déjà prendre connaissance de l'ensemble des items qui sont attendus et que vous allez être amenés collectivement, sur lesquels vous allez réfléchir pour pouvoir déjà identifier les différents freins, les leviers, les points forts, les points faibles. Donc, l'exercice passe nécessairement par un temps, en tout cas une réunion technique pour bien appréhender et s'approprier en fait le sujet qui consiste à vraiment dresser le bilan annuel des actions que vous avez mis en place, partenariales, gouvernance et autres. Sur la slide qui suit, donc concernant le format et le calendrier de la revue de projet, je vous le disais, c'est un exercice donc en année civile. Le format cette année a évolué. Dienaba vous en parlera tout à l'heure. On a réfléchi suite à un certain nombre de constats et de préoccupations pour simplifier l'ensemble des outils qui étaient envoyés, notamment les tableaux Excel, pour pouvoir simplifier cette démarche, notamment la saisine d'un certain nombre de données, et puis surtout fiabiliser l'analyse de celle-ci, surtout pour consolider la revue de projet au niveau national. Donc, 7 volets, 16 items, des identifications, en partant de l'identification de la cité éducative. Vous verrez là aussi le travail a été avancé, la gouvernance, le déploiement opérationnel, la relation avec les autres cités éducatives, l'animation et la communication, l'évaluation et toute une partie relative à la synthèse. Le point aussi déterminant sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est la désignation d'un référent au sein de la cité éducative qui va enseigner le questionnaire. Alors, référent cité éducative, ça ne veut pas dire que cette personne seule va analyser, collecter l'ensemble des données. C'est vraiment la personne qui va être derrière effectivement le questionnaire et renseigner, mais néanmoins, le temps de travail technique au préalable qui consiste à partager les éléments de bilan, à valider notamment cette démarche par la Troïka, qui est partie prenante de cette démarche-là, est déterminant par la suite. C'est extrêmement important puisqu'il s'agit bien d'un temps de travail partagé et collectif qui va reposer à la fin, effectivement, sur un temps de saisine sur le logiciel Sphinx qui va vous être présenté. Mais ce référent, il est désigné pour non pas porter la démarche seule, ça c'est important, je le redis, j'insiste, mais vraiment pour pouvoir saisir à la fin les éléments qui auront été partagés et validés par la Troïka et les partenaires de la cité éducative. Merci beaucoup, Saïda. Voilà, donc peut-être voilà, on vous invite vraiment à nous transmettre au plus tôt le nom, enfin surtout les coordonnées du référent de saisie, parce qu'au final c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est le référent de saisie ou de collecte des données, mais voilà, qui sera vraiment en charge de remplir. Dienaba reviendra un peu dans le questionnaire sur ensuite comment sa mission va se réaliser. Mais nous, il nous faut ces coordonnées le plus vite possible parce qu'on va transmettre un lien personnalisé, donc, pour que les personnes en fait puissent donc se connecter et remplir le questionnaire. Et chaque lien étant personnalisé, il faut qu'on les envoie et ça va demander un petit peu de vérification. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore fait, on vous invite à nous les transmettre. On envisage d'ouvrir, enfin le questionnaire plutôt sera ouvert à partir de la mi-octobre normalement. Vous pourrez comme ça commencer à remplir dès cette période. Et puis, rappel important, c'est que le questionnaire, il sera accessible jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est une nouveauté par rapport quand même aux années précédentes. Les années précédentes, on vous demandait un retour de la revue de projet avant le 30 novembre. Voilà, cette année, dans la mesure où c'est un questionnaire où derrière, il y a un traitement des données qui va être beaucoup plus rapide et on a pu se permettre de repousser ça au 31 décembre. Donc, ça vous laisse quand même au moins un mois de plus pour travailler ensemble sur ces documents. Peut-être, Dienaba, on continue, si tu le souhaites. Oui, merci Suzy. Juste petite précision aussi sur le référent.
Donc, c'est important d'avoir un seul référent en fait, par cité éducative parce que chaque lien personnalisé est attaché à une adresse mail spécifique. Donc, voilà, je le dis parce que certaines personnes nous ont indiqué parfois qu'elles étaient personnes référentes de 2 cités éducatives. Donc, cela est possible si cette personne-là peut nous mettre à disposition 2 adresses mail. Si ce n'est pas le cas, il faudra bien qu'il y ait un deuxième référent pour cette deuxième cité éducative. Voilà, c'était juste la petite précision technique et on va pouvoir passer à la suite. Peut-être, excuse-moi Dinaba, juste parce que là je vois une question importante en lien avec ça, pour transmettre les coordonnées du référent. Je m'excuse, c'est à l'adresse cité éducative @nct.gouv.fr. On va le remettre dans le chat, mais c'est l'adresse classique sur laquelle vous nous contactez où il faut transmettre ces coordonnées. Merci Dinaba. Donc, comme l'a dit Saïda, voilà, le nouveau format de revue de projet est donc un questionnaire qui est décomposé donc, en 7 volets. Donc, je vais voir tous ces volets-là avec vous, comme ça vous donne une idée aussi de la tête du questionnaire, hein, pour que vous ne soyez pas trop inquiets de ce changement de format. Donc, sur ce premier volet, identification de la cité éducative, on va envoyer à chaque référent les informations dont dispose la coordination nationale donc sur chacune des cités éducatives. Donc, c'est le nom de la cité, département, région, le numéro des QPV, nom des collèges chefs de file et collèges associés avec leurs UAI et la date de signature de la convention. Donc, s'il n'y a pas d'erreur dans ces données, on vous demande en fait de les reprendre tout simplement dans le renseignement du questionnaire. Et si une des informations est erronée, vous pourrez directement la modifier en renseignant le questionnaire. Par ailleurs, vous voyez aussi que vous avez le type de cité qui vous est demandé, donc cité classique, cité sœur, cité étendue, cité QRR. Vous avez les définitions à côté. Donc, bien renseigner votre type de cité parce que le parcours de l'enquête sera un petit peu différent voilà, selon votre type de cité et selon l'année de labellisation. Donc, ensuite, le volet gouvernance, donc ça c'est un des volets les plus importants de l'enquête, hein. Vous avez beaucoup de questions à ce sujet. Donc, tout d'abord, on vous interroge sur les membres de l'instance de pilotage stratégique politique. Donc, c'est une question à choix multiples. Donc, voilà, vous voyez tous les types d'acteurs, préfecture, éducation nationale, communes et puis également d'autres acteurs institutionnels associatifs que vous pouvez cocher pour indiquer qu'ils font partie de votre copile. Mais vous avez cette possibilité aussi, dans beaucoup de questions, d'appuyer sur cette réponse autre. Et systématiquement, on vous demandera en fait de préciser la réponse. À noter également que tout au long du questionnaire, en fait, on vous a remis les définitions du glossaire. Vous savez, on vous a adressé un guide revue de projet en version PDF avec donc la trame du questionnaire. Et puis, à la fin, vous aviez un glossaire avec un certain nombre de définitions. Donc, voilà, elles ont été remises tout au long du questionnaire pour vous éviter les allers-retours avec le document PDF. Information aussi importante, quand vous cliquez donc, sur « Suivant », ça vous permet à chaque fois d'enregistrer votre progression. Donc, effectivement, vous avez chaque référent a un lien personnalisé. Donc, important, il ne faut pas transmettre ce lien-là. C'est seulement la personne qui a été désignée qui pourra renseigner le questionnaire parce que, comme on vous le disait, le lien personnalisé est attaché à son adresse mail. Et il pourra donc enregistrer sa progression, mais il faudra bien penser à appuyer sur « Suivant » parce que si vous ne le faites pas, ça veut dire que si vous fermez la fenêtre et que vous n'avez pas appuyé sur « Suivant », tout ce que vous avez écrit ici sera perdu. Donc, n'oubliez pas voilà, d'enregistrer au fur et à mesure pour bien conserver votre progression. Donc, toujours sur le volet gouvernance, on va vous demander, voilà, on vous pose la même question sur les membres de l'instance de pilotage opérationnel. Vous aurez des questions sur les groupes de travail thématiques. Donc, sur cette question-là, par exemple, si vous répondez non,
bien sûr, on ne vous pose pas de questions complémentaires. C'est uniquement si vous appuyez oui, bien sûr, vous aurez des questions complémentaires sur les thématiques abordées, le nombre de réunions prévues et tenues en moyenne. Donc, j'insiste bien sur le « en moyenne » parce que certains acteurs qui font partie de notre groupe test ont pu nous dire que les réunions le nombre de réunions était très divers d'un groupe à l'autre. Donc voilà, on vous demande de faire la moyenne de ces réunions. On vous interrogera sur les modalités de gouvernance. Donc là, justement, à noter que pour les cités sœurs ou les cités étendues, vous aurez donc des questions spécifiques à ce sujet, sur les modalités de gouvernance. Et puis, cette question-là sera posée donc, à toutes les cités, c'est est-ce que la gouvernance a évolué, oui ou non, dans l'année, et on vous demande de préciser les motifs si c'est le cas. Vous aurez tout un volet sur les chefs de projet opérationnels. Donc, encore une fois, toutes ces questions s'affichent seulement si vous répondez oui ou en cours de recrutement. Si vous mettez non, vous passerez aux questions suivantes. Vous aurez des questions sur l'articulation de la cité éducative donc, avec l'existant, donc l'ensemble des outils de contractualisation type contrat de ville, le projet académique, le PEDT, la convention territoriale globale avec la CAF. Donc là, petite précision aussi, puisque certains membres du groupe test nous indiquaient que parfois, ils n'avaient pas forcément la réponse à cette question. C'est pour ça, en fait, que Saïda a insisté sur cette fameuse réunion préparatoire technique à avoir avant le renseignement en ligne du questionnaire. Il est important vraiment de consulter l'ensemble des partenaires concernés, de rassembler le maximum de données, comme ça la personne référente de la saisie n'a plus qu'à déposer, entre guillemets, les réponses. Donc voilà, on insiste vraiment sur cette réunion partenariale à avoir pour rassembler un maximum de données, que vous puissiez répondre à l'ensemble des questions. Donc, vous aurez également des questions sur l'articulation de la cité éducative avec des dispositifs comme le PRE, le CLAS, les cordées de la réussite. On vous interrogera aussi sur la mobilisation des acteurs en lien avec le public des 16-25 ans. Donc là, notamment, on vous demande comment sont associés à la fois les lycées, les établissements d'enseignement supérieur, les CFA. Pour chacune de ces questions, vous avez la possibilité de mettre que le lycée est associé d'une autre façon ou qu'il n'est pas associé. Et donc, pour ces deux types de réponses, on vous demande à chaque fois de préciser pourquoi. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un très long texte, mais en tout cas, il faut préciser à minima votre réponse. On vous interrogera aussi sur les autres acteurs. Est-ce qu'il y en a qui sont mobilisés, comme la mission locale, les CIO, départements, régions, cité de l'emploi. Et donc, si vous cliquez, par exemple, sur mission locale, donc c'est ce que j'ai fait, voilà, vous avez donc une question qui est spécifique à la mission locale qui s'ouvre. Donc, c'est le même procédé, en fait, pour chacun des acteurs. On vous interroge également sur l'association des bénéficiaires. À noter qu'ici, vous aurez donc un encart texte où on vous demande des exemples d'actions qui favorisent cette participation. Donc là, encore une fois, on ne vous demande pas de mettre 10 actions non plus, mais voilà, si vous pouvez illustrer par 1, 2 ou 3 actions, c'est toujours très intéressant pour nous, pour à la fois faire des retours aussi au ministre sur ce point, mais également pour valoriser vos actions auprès des autres cités éducatives au niveau national. Vous aurez donc une question sur l'enrôlement des acteurs de la cité éducative. Voilà. Donc ça, c'était le volet gouvernance. Donc vous voyez qu'il est quand même assez conséquent. Donc là, maintenant, on va passer au volet déploiement opérationnel. Donc voilà, d'ailleurs, pour les cités de 2019 et de 2021 qui ont déjà connu des exercices précédents de revue de projet, bon, vous voyez quand même que les questions sont quand même assez similaires à ce qu'on vous demandait les années passées. Donc là, à nouveau, c'est cette question du diagnostic territorial. Est-ce qu'il y en a un qui a été conduit, oui ou non? Et si c'est le cas, voilà, on vous demande qui est associé. Vous aurez donc des questions sur les axes d'intervention prioritaires de la cité éducative. Donc là, ici, vous pouvez mettre 10 axes maximum.
on en a mis 10 maximum. On a vu large, c'était pour permettre à toutes les cités éducatives, parce que bon, certaines, la majorité, vous en avez plutôt 3-4, mais certaines en ont plus 7-8. Donc, on a mis 10 en se disant que pour éviter que ça vous bloque voilà, dans le renseignement de la revue de projet. Et donc, si vous mettez 3 axes, c'est-à-dire que là, vous aurez l'axe 1, l'axe 2 et l'axe 3 qui s'afficheront. Et donc, vous devrez à chaque fois indiquer le nom de l'axe et indiquer aussi le nombre d'actions financées avec les crédits de la cité dans chacun de ces axes. Donc, ensuite, toujours sur le déploiement opérationnel, vous aurez donc un tableau assez conséquent parce que, bon, là, je n'ai pris qu'une capture d'écran, que des premières lignes, mais il y a 70 lignes dessus. Alors, ne vous affolez pas, on ne vous demande pas de remplir les 70 lignes, c'est juste que certaines cités éducatives ont un très grand nombre d'actions, donc on voulait laisser la possibilité à ces cités-là de mettre la majorité de leurs actions, mais si vous n'avez que 15 actions, vous ne remplissez que 15 lignes, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, juste pour vous dire un petit peu quelles sont les différentes colonnes que vous devrez remplir sur chaque ligne. Donc là, l'axe stratégique national, ce sont les fameux 3 axes, vous savez, renforcer le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative et puis ouvrir le champ des possibles. Donc, on vous demande à chaque fois l'action, elle est rattachée à quel axe. On vous demande aussi la thématique de cette action. Donc là, on vous a mis un très grand nombre de thématiques. Vous avez la possibilité de faire un choix multiple. Pour ça, il faut maintenir la touche maj. Donc, c'est la petite flèche sur votre clavier. Et comme ça vous permet d'en sélectionner plusieurs si besoin. Le type d'action. Est-ce que c'est une action classique? Est-ce que c'est du recrutement, du renforcement de ressources humaines? Ou est-ce que c'est une action d'investissement qui est censée être exceptionnelle? On vous demande le nom de l'action, l'objectif de l'action et ses modalités de mise en œuvre. Les porteurs de l'action, donc là, pareil, vous pouvez choisir plusieurs porteurs en maintenant la touche maj. Les publics cibles, donc on vous a mis toutes les tranches d'âge, mais on vous a mis également les familles, les professionnels. Et puis l'avancement de la mesure, où vous avez 4 pourcentages au choix, 0%, donc l'action n'est pas réalisée. 30%, c'est que voilà, vous allez commencer à rencontrer les partenaires et ça se met doucement en route. 70%, votre action est bien avancée, puis 100% complètement réalisée. Donc voilà pour ce tableau d'action. Et puis ensuite, toujours sur le volet déploiement opérationnel, vous avez donc des questions sur est-ce que certaines actions sont coportées, coélaborées par différents partenaires. On vous demande le nombre d'actions, donc c'est en moyenne, bien sûr, et puis de préciser un petit peu votre réponse. Donc, ensuite, vous avez le volet relations avec les autres cités éducatives. Donc, ce volet-là ne s'affiche que si vous mettez oui. Bien sûr, si vous mettez non, vous passez aux questions suivantes. Voici le volet communication de la cité éducative, mobilisation dans l'animation nationale. Voilà, donc on vous demande si vous avez un responsable de communication, la part de son temps de travail qui est dédié à la communication, si vous êtes si vous avez investi la page cité éducative, votre page locale, quels outils vous utilisez en termes de communication, et puis aussi si vous participez aux événements que nous organisons. Donc, on entend par là à la fois les temps comme la rencontre de mars dernier, les rencontres thématiques qu'on organise le 10 octobre prochain, mais aussi tous les webinaires nationaux qu'on peut faire sur des sujets divers et variés, et même les temps aussi questions de cité. Et donc, vous avez la possibilité aussi de mettre, donc ça c'est facultatif, mais vous pouvez, voilà, si vous avez des attentes particulières sur notre animation au niveau national, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans cet encart. Donc ensuite, il y a le volet gestion budgétaire et financement, donc souvent ce qui vous pose un petit peu difficulté. Donc tout d'abord, des questions sur les modalités d'exécution financière. Donc c'est vrai que certaines cités éducatives parfois n'entendent pas toujours bien ce qu'on souhaite derrière cette question. En fait, on vous demande globalement qui gère les crédits. Donc, par exemple,
Si vous, dans votre cité éducative, c'est la préfecture de département qui a conservé une enveloppe donc à son niveau parce qu'elle va organiser un appel à projet et que le reste de l'enveloppe a été délégué à une caisse des écoles, voilà, vous cochez préfecture de département, caisse des écoles et vous indiquez les montants en fait pour chacune des structures. Ensuite, on vous demande de rappeler le budget 2021. Donc là, c'est le budget global. Quand on vous parle des AE et des CP, c'est vraiment le budget global de la cité éducative, donc comprenant aussi les financements des collectivités, des autres acteurs institutionnels, associatifs. Et puis, on vous demande aussi de rappeler l'enveloppe fixée dans la convention cadre. Et ensuite, on passe donc au budget 2022. Donc là, ce sont les autorisations d'engagement, mais vous avez la même structure en fait pour les crédits de paiement. Et donc là, on peut-être bien relire les différentes définitions en fait qu'on met, ce que recouvre autres financements de l'État, financement de la collectivité territoriale porteuse et autres financements, pour voilà, que toutes les cités éducatives soient un peu sur le même niveau. Donc là, par exemple, le financement potentiel d'un conseil départemental, vous ne le mettez pas dans financement collectivité territoriale porteuse, mais bien dans autres financements. Ici, collectivité territoriale porteuse, c'est uniquement soit la commune qui a été labellisée cité éducative ou le PSCI labellisé cité éducative. Mais toutes les autres collectivités territoriales, leur financement, ça va ici. Donc, dans autres financements de l'État, bien sûr, c'est notamment les crédits donnés par l'Éducation nationale, mais ça peut être des crédits de l'ARS, d'une DRAC, voilà. Et la CAF, par contre, on la considère dans autres financements parce que ça reste quand même un organisme de droit privé, même si elle reçoit des financements de la CNAF, qui est un établissement public national. Donc voilà, bien revérifier les définitions qu'on a mises pour ne pas vous tromper. Et donc, oui, alors si vous remplissez donc, ces cases ici, donc notamment autres financements de l'État et autres financements, vous avez des nouvelles pages qui s'ouvrent où on vous demande de préciser. Donc là, on avait mis 15 000 dans autres financements de l'État, donc vous indiquez c'est l'éducation nationale. Et pour les 10 000 des autres financements, par exemple, vous dites que c'est la CAF. Donc voilà, vous devez détailler les financeurs. Et donc, c'est bien ce que je rappelle aussi, une ligne, c'est un financeur. Vous ne mettez pas tous les financeurs sur une ligne. Voilà, vous avez plusieurs encarts pour ça. Ensuite, on passe donc donc là, c'est les crédits de paiement. Donc, c'est exactement la même structure pour les AE, donc je ne reviens pas dessus. On passe au fonds de la cité éducative, donc le fonds du collège chef de file. Donc là, à nouveau, on vous demande les recettes, le montant des crédits P147, les crédits P230 donnés par l'Éducation nationale, les autres financements potentiels. Si, par exemple, vous avez décidé de financer à plus de 15 000 € le fonds, mais avec des crédits P147, vous le mettez bien ici, hein. Vous ne le mettez pas dans autres financements, ça reste des crédits P147. Donc, les dépenses, et puis on vous interroge ensuite sur les publics qui sont bénéficiaires du fonds et les thématiques, des actions réalisées dans le cadre du fonds de la cité. Et donc après, vous avez encore un encart texte où on vous demande de lister quelques actions phares. Là, c'est pareil, ce n'est pas la peine de nous mettre 10 actions, hein, ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais d'illustrer avec 2-3 actions, voilà, pour qu'on voit comment vous utilisez le fonds de la cité. Donc, ensuite, vous avez le volet évaluation. Donc, bon, là, je n'ai pas fait des captures d'écran de tous les types de questions, mais en tout cas, sachez que sur ce volet-là, il y a des questions qui vont un peu différer selon que vous êtes une cité labellisée en 2019-2021 ou une nouvelle cité de 2022. Vous n'aurez pas les mêmes types de questions. Donc, notamment cette question, le protocole de suivi et d'évaluation de la cité a-t-il été transmis? Donc ça, c'est pour les cités de 2022 et ça ne concerne pas celles de 2019 et 2021 puisqu'elles nous les ont déjà transmis. Donc, elles n'auront pas ces questions. On vous demandera en tous les cas, si vous avez un accompagnement extérieur, de préciser un peu comment se déroule cet accompagnement.
On vous demandera aussi le montant qui est alloué à l'évaluation. Et puis, le niveau de satisfaction de mise en œuvre du dispositif d'évaluation. Donc ça, c'est une question qui ne sera posée qu'aux cités de 2019 et de 2021. Celle de 2022 venant tout juste de démarrer, voilà, ça n'a pas trop de sens qu'on vous interroge là-dessus. Donc voilà, vous nous répondez. Effectivement, si vous indiquez insuffisant ou passable, on vous demandera un petit peu de justifier et notamment de préciser les axes d'amélioration qui sont envisagés. Vous aurez également la possibilité de déposer un document voilà, parce qu'on sait bien que le questionnaire, c'est un peu réducteur pour vous, donc vous pouvez avoir des documents plus complets, plus intéressants à nous transmettre, donc n'hésitez pas à le faire. Par contre, attention à la limite de 10 mégaoctets, voilà, à ne pas dépasser, sinon le document ne sera pas téléchargé sur la plateforme. Et puis, donc, enfin, vous avez ce volet synthèse où là, vous êtes quand même plus libre, hein, c'est des encarts textes, donc bon, je ne crois pas qu'on ait mis de limite au niveau du nombre de caractères, mais donc ça vous permet de donner un peu plus votre vision globale sur les réussites, les difficultés, mais aussi vos perspectives. Donc voilà, vous serez un peu plus libre sur cette partie-là. Et notamment, n'hésitez pas à nous mettre aussi des actions vraiment que vous jugez inspirantes, qui ont été menées sur l'année, parce que voilà, ça c'est aussi notre devoir en tant que coordination nationale de rendre visible ce que vous faites. Donc ça nous permet aussi de promouvoir vos bonnes pratiques à d'autres cités éducatives. Et donc j'en termine par la page finale du questionnaire, où vous avez la possibilité de laisser un autre document qui vous semble utile pour venir préciser donc, les réponses que vous avez apportées dans le questionnaire. À nouveau, il y a cette limite de 10 mégaoctets. Donc voilà, vérifiez bien que votre document n'est pas trop lourd. Et puis, alors ça, c'est une question qu'on a eue. Vous aurez bien la possibilité donc d'avoir un document récapitulatif et qui synthétise donc vos réponses et que vous pourrez transmettre donc à vos différents partenaires dans le cadre de la cité. Donc, pensez bien à l'imprimer avant de finaliser le questionnaire. Et donc, une fois que vous avez imprimé, il suffira de cliquer sur « Suivant ». Et donc là, vous avez terminé l'enquête. Et donc, quand vous cliquez sur ce bouton-là, ça veut dire que vous ne pourrez plus du tout revenir sur vos réponses précédentes. Donc, revérifiez bien voilà, vos réponses. Vous n'avez rien oublié avant de cliquer sur ce bouton parce qu'on ne pourra pas remodifier vos réponses au questionnaire. Donc, voilà, j'en ai terminé. Donc, Suzy, je te repasse la parole pour… Merci beaucoup, Dina. Peut-être, alors on a beaucoup de questions dans le chat, j'ai bientôt récupéré. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer d'abord par répondre, enfin, mettre sur la table un certain nombre de questions du chat parce qu'il y en a beaucoup et puis il y en a voilà, qui se rejoignent. Par contre, après quelques questions, on prendra un temps pour prendre des interventions en direct, mais d'abord, je préfère quand même prendre des questions parce qu'il y en a beaucoup, c'est des éclaircissements qui semblent importants qui me semble important de commencer par ça. Peut-être juste, Dinaba, avant qu'on commence les questions, une petite précision en disant que ce questionnaire notamment et les réponses qui vont être apportées feront l'objet, comme d'habitude, ce qu'on disait, d'une synthèse que nous, on transmettra, sur laquelle on communiquera. Mais cette année, l'avantage aussi avec ce format de questionnaire, c'est que vous aurez normalement accès à un certain nombre, en plus de vos données que vous aurez remplies, un certain nombre de données comment dire, je manque le terme, mais globalisées, on va dire, soit régionalisées, soit départementalisées. Voilà, on aura une nouvelle lecture aussi qu'on pourra vous transmettre. On va faire voilà, un effort de vous redescendre de l'information de façon plus précise et pas juste nationale, ce qui pourra voilà, être intéressant sur le pilotage de vos territoires. Donc, pour les questions, donc je commence par les premières du début, pour rester juste. Donc, Monsieur Labre qui demande si la revue de projet ou l'évaluation des 3 années qui conditionne l'avenant 2023 de la convention triennale serait-elle sous le même format? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre format que celui-là. Je confirme, aujourd'hui, c'est ce document voilà, sur lequel on se base. Frédéric Boutrel qui indique que la plupart des actions se faisant sur l'année scolaire, la première revue de projet des nouvelles cités risque d'être diminuée en termes de période d'observation.
Oui, on en a conscience. Et par ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour toutes les cités éducatives également avant les nouvelles cités, parce qu'elles ont toujours démarré sur, on va dire, plutôt sur la deuxième période d'année. Les premières cités, il y avait le Covid, donc ce qui fait qu'elles ont effectivement plutôt démarré pendant les vacances. Et pareil pour les cités labellisées en 2021, elles ont démarré également à la rentrée 2021. Donc ça, c'est un exercice, on le sait, mais ça se rattrapera sur les années suivantes. Madame Lescane, alors bonjour, question technique au vu du document qui nous a été envoyé sur le volet financier concernant la distinction entre autorisation d'engagement et crédit de paiement. Autant cette distinction pourrait être faite facilement pour ce qui est des crédits que nous gérons directement, autant ce sera quasi impossible pour ce qui concerne les cofinancements directs des projets. D'accord, bah, la remarque est bien prise, je vous remercie. On pourrait y revenir après si vous voulez prendre la parole peut-être. Pardon, je regarde les questions. Donc, la revue de projet 2022 peut-elle donc concerner la période scolaire 22-23? Donc, non, c'est bien la période 22. Ah, voilà, alors, monsieur ou madame Frescojo, le questionnaire peut-il être complété de manière provisoire pour le soumettre aux autres membres de la Troïka pour avis? Il y en a pas, peut-être que je te laisse réexpliquer. Oui, alors en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser la trame de questionnaire qu'on vous a envoyée en version PDF, mais pas de souci, on pourra vous l'envoyer en Word aussi parce que certaines cités nous ont fait la demande. Donc comme ça vous permet de travailler sur un document Word avec vos différents partenaires, de renseigner ce document Word et une fois que cela est fait, la personne référente de la saisie viendra juste en fait déposer les réponses dans le questionnaire. On vous conseille vraiment de travailler en amont sur le document PDF ou Word comme vous le souhaitez, et à la fin, une fois que tout ça est validé, de l'intégrer sur le questionnaire en ligne. Parce que comme je vous le disais, une fois que c'est intégré sur le questionnaire en ligne et que vous avez appuyé sur le bouton final à la toute fin, celui de la dernière page, on ne peut plus revenir dessus. Voilà. Donc, je vous conseille quand même de… voilà, c'est pour ça que Saïda a beaucoup insisté sur cette réunion préparatoire technique avec les différents partenaires mobilisés. Question de Madame Lefebvre, je pense. Pourrait-on clarifier la périodicité des subventions cités éducatives qui, pour certaines préfectures, sont en année scolaire et d'autres en année civile? Sur le principe, c'est l'année civile pour tout le monde. Il y a effectivement quelques endroits sur lesquels il y a eu des installations en année scolaire qu'on cherche à faire retourner sur l'année civile. Mais normalement, c'est l'année civile pour tout le monde sur les subventions, notamment versées par les préfectures. Madame Pauline Alain-Michel, la revue de projet est-elle le lieu où on peut faire part d'une réflexion méthodologique et de nos choix de changement méthodologique? Par exemple, nous avons les limites des campagnes d'appel à projet. Nous souhaiterions évoluer vers un appel à manifestation d'intérêt. Serait-ce pertinent de faire part du fruit de nos réflexions et de nos conclusions? Dina, est-ce que tu souhaites répondre? Oui, tout à fait. Comme le disait Suzy en introduction, la revue de projet, c'est vraiment ce temps que vous prenez tous ensemble, donc à la fois la Troïka, mais aussi les autres acteurs impliqués dans la cité, sur le territoire, pour voir quelles vont être vos perspectives. Et donc, toutes ces questions de gouvernance, de méthodologie sur est-ce que vous faites plutôt un appel à projet ou pas, c'est des questions qui sont importantes. Donc, n'hésitez pas à l'indiquer dans le questionnaire aux endroits qui sont prévus pour. Merci, Naba. Madame Lescane nous demandait notamment également sur les champs libres, sur les pages de gouvernance, on a quand même laissé un certain nombre d'endroits, hein, effectivement. Vous reverrez sur le diaporama, et puis on va vous le transmettre. Donc, et puis de toute façon, vous avez le questionnaire là en PDF qu'on va vous transmettre en Word également. On a systématiquement quasiment laissé un autre pour pouvoir préciser derrière et vous avez la place. Et voilà, d'ajouter l'existence de notre instance, de repréciser. Enfin, ça, normalement, on a été assez vigilant pour que vous puissiez être un certain niveau de précision. Alors, la cité éducative du port à La Réunion, lorsque le PEDT est en cours de réécriture, comment faisons-nous? Le choix autre peut-il être mentionné? Alors, typiquement là, c'est ce que dit Dima, c'est qu'on a laissé un certain nombre d'espace quand même où vous pouvez commenter, ajouter des remarques.
Donc, c'est vraiment ça, il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. Et puis, notamment, voilà, si besoin, dans les éléments de synthèse finale où on vous laisse plus de place, c'est typiquement là aussi où vous pouvez nous faire des précisions pour que voilà, on vienne éventuellement nuancer un peu les résultats. Alors, pour la cité éducative du port, toujours, qui a des axes nationaux et aussi des enjeux locaux. Et ensuite des thématiques regroupant nos actions. Techniquement, en fait, vous pouvez tout préciser. Les axes nationaux, les 3 axes nationaux sont présents en fait par défaut, vous verrez dans le questionnaire. Ensuite, vous pouvez préciser ce que vous appelez vos enjeux locaux, qui sont en fait les axes d'intervention. Et derrière, pour chaque action, vous pouvez préciser dans quel type de thématique ça rentre. Donc, vous pourrez tout ça normalement compléter à chaque fois. Ça doit pouvoir s'adapter dans le questionnaire. Ce qu'on vous demandait, notamment, je sais qu'il y a une question après qui vient sur le tableau qu'on avait transmis en version Excel. Globalement, en fait, c'est les informations du tableau Excel en fait, que vous avez rempli les années précédentes, que vous allez remplir là. La majeure différence entre ce tableau Excel et ce qui va vous être demandé dans ce questionnaire, c'est qu'à un moment, vous demandez une précision plus sur les porteurs de projet. En fait, là où avant, vous ne demandez pas de façon systématique qui porte le projet, là, on vous demande, et en plus, c'est une liste qui est limitée. Voilà, on vous dit est-ce que c'est une asso, est-ce que c'est un établissement public, parce qu'en fait, derrière, ça va nous permettre voilà, vraiment de voir aussi en termes de coopération qui se mobilisent, etc., de faire des tris automatiques. D'où l'intérêt, après, de vous renvoyer un certain nombre de data sur vos territoires départementaux, régionaux, qui vous permettent d'observer comment ça se passe. Pardon, je continue les questions. Alors, la différence entre participation et enrôlement. Alors là, j'ai envie de vous dire, il va falloir demander aux membres du CNOE, qui sont les grands inventeurs de la notion d'enrôlement. Et je dis ça, voilà. Donc, on reprécise, ne vous inquiétez pas, dans le questionnaire, ce qu'on entend notamment par enrôlement, on a fait un petit lexique, en fait, pour un certain nombre de points. Comme le précisait là-bas, il y a des petits encarts qui apparaîtront directement dans le questionnaire, mais vous l'avez aussi dans le guide. On essaye de préciser ce qu'on entend par certains termes, parfois qui effectivement perçoivent un peu. L'enrôlement, donc, c'est un terme qu'a utilisé le CNOE, qu'utilise plutôt le CNOE, voilà, pour aller définir un certain niveau de participation, on va dire une certaine façon d'engager les acteurs dans les cités éducatives. Donc, voilà, je ne vais pas extrapoler le maintenant dessus, mais en tout cas, si jamais il y a besoin de pouvoir venir vers nous par mail, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, sur la question, tout à fait le tableau Excel. Peut-on réaliser des graphiques à partir d'un revue de projet? Donc, ça, vous en aurez donc effectivement, vous aurez des données. On est en train de déployer en fait un système avec DataViv qui va nous permettre de vous mettre à disposition donc un certain nombre de données consolidées. Vous récupérez à la fois vos données, bien entendu, de la cité que vous avez en tant que pour laquelle vous avez déclaré des données, mais en plus, donc, on va mettre à disposition des données qui seront à la fois donc agrégées au niveau départemental, régional et national. En plus de la synthèse que nous on fait, vous aurez accès voilà, à des graphiques, à des chiffres, voilà, des choses comme ça qui peuvent aussi intéresser notamment vos équipes d'évaluation probablement pour travailler de façon plus comparative sur certains points. Par contre, on ne mettra pas à données, petite précision, on ne mettra pas à disposition les données de façon exhaustive de toutes les cités. Je le dis, on met à disposition des données agrégées. On fera du départemental, du régional, du national, mais on ne mettra pas comme ça à disposition toutes les données de toutes les cités éducatives voilà, de façon ouverte. Ça reste des données, je le précise parce qu'il pourrait y avoir des inquiétudes sur ce point-là. Alors, question suivante. Pardon, je suis désolée, j'ai des questions, mais comme il y en a qui se répètent. Dans le cas où on est sur une dette, est-ce qu'il faut cocher préfecture? En général, oui, vous pouvez. Alors, je ne sais pas exactement à quelle question se rapporte ça. Il faudra peut-être nous poser plus précisément. Je ne sais pas sur quelle page on était pour la question. Est-ce que de Frescoju, c'était une dette, est-ce qu'on doit cocher préfecture? Oui, alors je pense que c'est les membres de l'instance de pilotage stratégique ou opérationnel. Effectivement, on a mis plusieurs types de réponses pour la préfecture. Vous avez notamment préfet de département, PEDEC, sous-préfet ville, délégué du préfet bien sûr, mais il y a aussi chef du bureau politique de la ville, de la préfecture, de département ou de la DES. Donc voilà, vous pouvez le cocher là où il y a une possibilité de mettre autre. Donc ce que disait Suzy, souvent dans les questions, on vous dit autre aussi, donc ça vous permet de préciser si jamais il n'y a pas l'intitulé du poste. Voilà.
Pardon, je continue les questions. Moi, je crois que j'étais un peu arrivée aux questions que j'avais relevées. On va prendre des interventions là, si vous le souhaitez, pendant que je lis la suite des questions, parce que je n'avais pas tout relevé. Est-ce que Madame Lescan, vous voulez encore intervenir ou pas spécialement? Je sais que vous aviez levé la main en première. Alors, pardon, il faut que je vous remette le son. Oui, je veux bien, merci Suzy. Ce qui nous pose vraiment souci, c'est cette question d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement. Parce que ce qu'on en a compris, mais peut-être qu'on a mal compris ce que ça voulait dire, c'est que les autorisations d'engagement, c'était par exemple des crédits qui avaient été votés, mais pas encore entièrement payés. Nous, par exemple, au CA du GIP qui porte la cité éducative, lorsqu'on fait une convention avec une association, d'abord on verse 80%, et après on verse le solde lorsque l'action est finie. Donc, imaginons que le CA ait voté 100 euros de crédit, donc là, ça serait l'autorisation d'engagement, et on considérerait le crédit de paiement quand il a effectivement été payé. Quand on monte des projets cité éducative, on a des partenaires qui ont des cofinancements qui ne transitent pas par nous, par exemple des fondations ou d'autres collectivités. Et là, honnêtement, ça va être très difficile de savoir parce que les porteurs du projet nous annoncent les subventions qui leur ont été accordées, mais on ne peut pas avoir le détail de ce qui est de la différence entre l'accordé et le effectivement payé. Vous voyez ? Donc, c'est dans le tableau, je crois, 6.2.2, où vous distinguez à chaque fois autorisation d'engagement et crédit de paiement, à la fois pour la cité éducative, mais pour tous les autres financeurs. Là, je pense qu'on n'aura pas matière à remplir. Donc, la facilité, mais je voudrais avoir votre accord, c'est de dire, est-ce qu'on met tout systématiquement en crédit de paiement quand ça concerne les autres, ou est-ce qu'on met tout en autorisation d'engagement? Vous voyez, mais il ne faut pas que ça fasse des différences d'une cité à l'autre. Parce que peut-être cette question va se poser aussi sur d'autres cités. Donc, quelle est la règle dans ce cas, en fait? Là-dessus, alors je vais répondre avec l'aide de Dienaba, je pense. Sur l'écofinancement, c'était déjà un exercice compliqué les années précédentes de toute façon. Donc en fait, on a conscience qu'il va y avoir des niveaux de remplissage. On attend qu'il y ait un maximum d'exhaustivité possible. On sait qu'il ne sera pas tout le temps possible néanmoins. Peut-être sur le côté plus technique, Dienaba, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, les autorisations d'engagement, c'est ce qu'on vous autorise à engager dans l'année. Donc, en principe, les préfectures, voilà, elles connaissent bien ces termes d'AECP. Et crédit de paiement, c'est ce que, effectivement, vous versez aux porteurs de projets. Donc, après, voilà, si c'est plus facile pour vous de ne mettre que dans les CP, dans ce cas, mettez-le dans les CP, mais du coup, le mieux, c'est d'avoir quand même les deux, enfin, comme vous dit Suzy, d'être le plus exhaustif possible. Donc, ça nous facilite quand même la tâche sur l'analyse après. Mais bon, ce qui nous intéresse le plus quand même, je pense que c'est les crédits de paiement, ce que vous versez vraiment donc aux porteurs de projets et notamment côté partenaire. Voilà. Ouais, c'est vrai que d'autant plus sur les subventions, enfin, les cofinancements, pour le coup, ça va quand même nous intéresser de savoir ce qui a vraiment été mobilisé. Autant, effectivement, les crédits de paiement en priorité, on va dire. Mais... et alors quelqu'un précise là, sur le BOP 147, autorisation d'engagement égale crédit de paiement. Oui. Jusqu'à maintenant, vous ne faisiez pas la distinguo, en fait, sur les revues de projet antérieures. En fait, avant, on parlait de budget prévisionnel et de budget réalisé, mais il y avait un peu des confusions avec ces termes-là. Donc, c'est pour ça qu'on est reparti sur AE égale CB, parce que c'est les termes qu'ont en tête les préfectures. Et oui, je confirme, AE égale CP. Parce que, en fait, les AE, c'est ce qu'on vous autorise à engager. Donc, après, ça veut dire que vous avez normalement le même niveau de crédit de paiement avec lesquels vous pouvez vraiment payer les porteurs de projets. Bon, je suis désolée, c'est pas forcément les termes les plus simples, mais en tout cas, retenez que ce qu'on va plus regarder, c'est effectivement les crédits de paiement, je pense. Ce que vous avez versé aux porteurs de projet. Voilà. D'accord. Peut-être, Monsieur Boélé, je sais que vous vouliez intervenir. Est-ce que vous voulez encore intervenir? Je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous. Ah ben, si, bien sûr, je suis parmi vous. Alors, en fait, c'était plusieurs questions, mais d'abord, je me montre un petit peu, voilà. La première question, c'est sur l'évaluation. Parce que nous avions recouru à Clermont-Ferrand à un mode un peu singulier d'évaluation par la mise en œuvre d'un observatoire
qui regroupait d'ailleurs l'ensemble des acteurs de la cité éducative, c'est-à-dire une évaluation un peu collective, d'ailleurs avec laquelle on leur présentera, y compris les conclusions pour la conférence annuelle de la cité éducative qui devrait se tenir très prochainement, avec l'arrivée en plus du département. C'est quand même plutôt joyeux d'avoir convaincu le département de nous rejoindre, alors qu'au départ, ce n'était pas évident. Et voilà, donc c'est un observatoire. Alors, c'est vrai qu'il y a des études spécifiques que nous voulons mener avec des cabinets indépendants, une qui a déjà été lancée, notamment concernant la petite enfance, et puis une autre, après, on va dire, puisqu'on est à 12 mois de cité éducative aujourd'hui, dans les faits, entre le 1er septembre 2021 et puis aujourd'hui. La question, c'est que c'est vrai que nous voulions confier notamment à l'université une mission d'évaluation globale, y compris pour éclairer l'Observatoire de la cité éducative. Mais si vous voulez, on était d'abord dans une évaluation itinérée, une définition collective des axes stratégiques, des réponses que justement la cité éducative devait aborder, avec des réponses qui ont été mises en œuvre. Donc, c'est pas du tout une mesure dilatoire, puisque à peu près toutes les actions qui sont nombreuses sont aujourd'hui autour de 70% de réalisation. Donc, on les a mis en place très très tôt avec des opérateurs capables d'intervenir, qui avaient déjà un diagnostic du territoire que nous leur avions préparé. Donc ça, c'était des partenaires mobilisés. Mais la question de l'évaluation, c'est, voilà, on en est aujourd'hui à ce niveau-là, c'est-à-dire une évaluation itinéraire un peu collective qui nous permet aussi de mieux définir les besoins, parce que souvent on répond à des besoins un peu fantasmés, c'est-à-dire ceux que nous estimons être les besoins des personnes, mais c'est pas forcément d'ailleurs les vrais besoins des parents. Je parle notamment des parents, des familles en termes d'accompagnement éducatif. Bon, et en fait, voilà, au niveau de l'évaluation, on en est là, une étude qui a été lancée vraiment spécifique et qui a 70% de réalisation et qui est une étude d'ailleurs de recherche-action, plus qu'une étude d'évaluation, à la fois évaluation mais aussi recherche-action, et puis une étude que nous voulions confier à l'université là très prochainement. Mais vous voyez, on en est encore au début de l'évaluation de ce que nous sommes en train de faire. Je dirais une évaluation extérieure à la cité éducative. Parce que l'évaluation par l'ensemble des acteurs qui représentent environ une centaine d'acteurs, qui ne sont pas seulement des acteurs institutionnels, mais des associatifs, des universitaires, etc., qui sont membres de l'Observatoire. Bon, là, ça fonctionne très, très bien. Mais j'ai vu que là, l'idée du cabinet, de l'étude était quand même assez importante. Et je ne sais pas très bien comment le documenter dans ce que j'ai entreaperçu aujourd'hui. Je vais rejoindre une remarque qu'une personne on n'oblige pas le passage par un cabinet, seulement un appui extérieur. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément que vous fassiez appel à un prestataire de service, on va dire. Ça peut être une université, ça peut être un laboratoire, ça peut être un observatoire, ça peut être quelque chose de construit, c'est pas du tout voilà. Par contre, c'est vrai que ça rejoint, alors là j'ai plus la question sous les yeux, mais il y avait une question sur une cité qui n'était pas partie dans son protocole, sur un appui extérieur. Voilà, on n'attend pas forcément de passer, mais par contre on attend qu'en fait un regard extérieur soit porté sur la cité éducative. Ce qui nous paraît essentiel derrière ça, c'est qu'en fait, il y a le pas de côté pour pouvoir être capable de se réinterroger sur les objectifs. Parce que ça, nous, on considère quand même que quoi qu'il arrive, une évaluation portée en interne, c'est plus difficile de se remettre en question que d'avoir quand même un avis extérieur et neutre qui va venir interroger la cité éducative. Voilà. Et pour le fait de ne pas avoir vu cette condition normalement pour les nouvelles cités éducatives en particulier auxquelles on demandait d'avoir un recours à un appui extérieur, ça peut se récupérer dans le temps. Voilà, vous pouvez toujours quand même travailler sur le protocole que vous avez débuté et voilà, et voir comment on va dire l'enrichir pour être sûr d'apporter notamment cette pierre. Tout à fait, c'est bien. Voilà, je suis content parce qu'en même temps, on était dans la phase faire territoire, c'est-à-dire aussi un territoire qui se regarde objectivement, avec quand même l'appui d'universitaires qui sont membres de l'Observatoire, donc extérieur à la cité éducative proprement dite. Et puis en même temps, comment on regarde ce territoire évoluer, c'est-à-dire justement une étude là confiée à l'université sur la façon dont elle voit les politiques éducatives, comment en fait la cité éducative est démonstratrice, et en même temps transformatrice sociale, c'est-à-dire éducative, transformateur de territoire. C'était un peu ça l'objectif. Mais vous voyez, dans le tableau, ça me paraissait un peu difficile de pouvoir l'expliquer. Et puis enfin,
Non, après, c'est vraiment des questions techniques et je n'ai pas du tout envie d'embêter tout le monde avec ça. C'est sur l'évaluation, monsieur, sur la peut-être revue de pour projet, vos préciser. questions. Comment? Pardon, vas-y, excuse-moi, je t'explique. Oui, non, juste peut-être pour préciser, mais du coup, la question sur est-ce que vous avez eu… Enfin, l'évaluation doit être portée par une équipe indépendante et spécialisée. C'est vrai que la capture d'écran montrait ça. Ça ne concernait que les cités de 2022, en fait. Parce que pour les cités de 2019 et de 2021, on faisait cette recommandation, mais ce n'était pas une obligation. Donc là, vous, effectivement, la cité de Clermont-Ferrand, elle a été labellisée en 2021. Donc voilà, la question ne sera pas formulée exactement de la même façon. Par contre, pour celle de 2022, c'est vrai c'était quand même, voilà, on demandait vraiment qu'il y ait cet appui extérieur, mais comme l'a dit Suzy, pas nécessairement un cabinet, ça pouvait être un regard extérieur et par exemple un CRPV. Bon, si jamais vous ne l'avez pas mis en place d'ici la fin d'année, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur la proposition autre et puis de préciser la réponse que vous allez soit le faire ou que c'est en cours, mais ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Merci beaucoup de ça, parce que ça rentre dans un peu, ça nous permet de poursuivre un peu notre logique, mais qui n'échappe pas à une évaluation évidemment hors territoire cité éducative, un regard totalement extérieur. Voilà, et qui va se mettre en place, je pense, courant on est en discussion actuellement fin novembre, début décembre pour nous. Voilà, c'était par rapport à la… voilà. Merci beaucoup de votre réponse. Je vais laisser la parole à Madame Kakel et ce sera la dernière intervention parce qu'après, on prendra le temps de répondre aux quelques questions qui restent dans le chat, vu qu'il est déjà 15 heures. Donc, hop, Madame Kakel, je vous en prie. Bonjour. Alors, je vais poser la question qu'on repose chaque année, mais là, c'est par rapport aux explications que vous avez données. Alors, je sais que les années passées, ça a toujours été très compliqué, les réponses données, parce qu'en fait, on en avait plusieurs. Ça concerne le fait que je vois qu'il y a une question qui a été reposée dans le chat. Nous, à Beren, on fonctionne en année scolaire. Donc, en fait, logiquement, les revues de projet se suivent. D'accord? Ce sont des suites logiques. Et là, cette année, c'est la revue de projet 2022. Donc, si je reprends vos paroles, on doit présenter les actions du budget 2022. Sauf que moi, je viens seulement de justifier dans Dauphin l'enveloppe 2021 et qu'on a fait pour l'instant une seule action, c'était mercredi, hier, sur le budget 2022. Donc, on est bien d'accord que moi, je reprends exactement sur le même modèle que les années passées. Je suis bien obligée de faire, en fait, du coup, ce sera le budget 2021 et en présentant le prévisionnel de 2022. C'est comme ça qu'on avait fait les années passées, en fait. Oui, c'est vrai que l'an passé, on avait fait comme ça. Par contre, j'entends tout à fait que là, vous arrivez à la fin d'un cycle donc, qui était celui des actions 2021-2022. Mais du coup, vous êtes de toute façon obligé d'engager vos crédits avant la fin d'année 2022. Oui, ça, on est en année scolaire. Oui, donc, oui, on les rentre dans Dauphin pour le 15 octobre, dernier délai. Du coup, au final, on repart. Je suis désolée parce que c'est vrai que c'est pas forcément raccord avec votre cité, mais on repart vraiment sur l'exercice 2022 parce que, en fait, on est quand même sur les crédits d'une année civile. Mais donc, là, il y a plein de questions auxquelles on ne pourra pas répondre puisqu'en fait, ce n'est pas fait. Oui, mais vous les engagez, les crédits. Enfin, si vous les engagez, c'est-à-dire que vous les versez aux porteurs de projets, du coup. Et je suppose qu'il y a des actions qui vont être plus ou moins reconduites. Ça ne va pas être des nouvelles actions, forcément. Il y a beaucoup de nouvelles actions. Justement, parce qu'en fait, si vous voulez, l'année passée, jusqu'en 2021, on fonctionnait par une gestion complète de l'enveloppe par la commune. Et là, cette année, c'est par le porteur de projet via la préfecture, en fait, via les projets déposés sur Dauphin. Donc, en fait, on a un fonctionnement totalement différent pour l'enveloppe 2022. Donc, c'est pour ça que moi, je suis en train de me dire comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Le mieux, c'est quand même d'être sur l'enveloppe 2022 parce que si il y a certaines cités éducatives qui sont sur l'enveloppe 2020-2021 et d'autres sur 2022, vous comprenez qu'au niveau national, les données, ça… Et pour le coup, en fait, il y a toutes les actions de janvier 2022 à août, même à septembre 2022, qu'on n'aurait jamais, qui seront jamais en fait déposées sur la revue de projet, pour le coup. Ouais.
Non, mais j'entends ce que vous dites. Après, c'est vrai que là, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas forcément de solution là-dessus parce que… Oui, il y a eu un décalage au départ, de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'on va être obligé de repartir sur la même base pour tout le monde, qui est 2022. 2022. Et n'hésitez pas à le préciser, par contre, dans la revue de projet, que vous êtes en fonctionnement en année scolaire et que, bien sûr, du coup, les actions 2022 se lancent à peine. Donc, forcément, voilà, on n'attend pas qu'elles soient réalisées en fin d'année 2022. Ça, il n'y a aucun souci. Mais je pense que le plus simple, c'est quand même que tout le monde soit sur le même niveau. Donc, on parle des crédits 2022. Donc, soit des actions en année civile 2022 pour celles qui fonctionnent en année civile et des actions en année scolaire 2022-2023 pour celles qui sont en année scolaire. D'accord. OK. Merci. Je vois que ça a soulevé beaucoup de demandes de prise de parole. Je vais redonner la parole ensuite, mais je vais d'abord prendre encore quelques questions du chat parce qu'il y en avait qui étaient en attente. Dienaba, est-ce qu'on peut confirmer que si les crédits du P147 dépassent 15 000 € pour le fonds de la Cité, on le répertorie dans autres financements? Non, alors je me suis peut-être mal exprimée, mais non, justement, vous le mettez bien dans les crédits P147. Vous aviez 3 possibilités, crédit P147, crédit P230 et autres financements. Donc voilà, normalement, c'est 15 000 côté P147, 15 000 côté P230 sur le fonds du collège. Donc ça, c'est votre base. Après, si vous donnez plus de 15 000 € sur le P147, vous le mettez bien dans le P147. Autre financement, c'est tout ce qui n'est pas du P147 ou du P230. Voilà. Merci, Eva. Sur le monsieur Chapon qui demande si la revue de projet doit être largement diffusée parmi les acteurs de la cité éducative. Nous, on invite plutôt, mais il n'y a pas d'obligation. Après, ce qui nous paraît surtout essentiel, c'est qu'elle soit travaillée avec les acteurs, en tout cas, à minima, les plus impliqués dans la cité éducative, dans la construction des données qui vont nous être remontées, parce que c'est essentiel pour la logique de coopération. Et après, ensuite, on va dire sur une communication très large, il y a plusieurs cités éducatives sur lesquelles c'est un outil de communication, là, le projet ensuite. Donc voilà, soit avec parfois des présentations en assemblée ouverte, soit parfois avec des communications diverses également, qui peuvent être par les médias, etc. Donc là-dessus, c'est en fonction aussi de vos besoins, mais en tout cas, c'est tout à fait un exercice qui peut servir d'outil de communication. Mais d'ailleurs, juste Suzy, pour rebondir ce que tu dis, parce que j'ai une question en privé, on me demandait si la réunion revue de projet officielle demeurait toujours obligatoire, donc je pense en présence du préfet de département, du recteur, du maire ou d'un élu. Voilà, ça c'est aussi à vous de voir, mais je pense que c'est important quand même d'avoir cette réunion, ce temps fort qui marque la fin de l'année et qui marque aussi une avancée dans votre projet. Tout à fait. Pour la FAQ questions-réponses, ça on va voir parce qu'il y a beaucoup de questions. On va déjà vous transmettre les éléments et puis après on verra comment ça ajuste. Ce qui est certain, c'est que vous allez avoir la visio enregistrée, mise à disposition très vite. Le questionnaire PDF, le questionnaire en version également Word pour pouvoir la noter, le commenter, et qu'on reste disponible par mail également, bien sûr, pour répondre. Et puis, il y a une deuxième session de rattrapage, on va dire, en novembre, pour à nouveau faire des questions-réponses. Donc, voilà, on ne vous laissera pas sans réponse. Concernant les cités CERN, nous devons bien faire une revue de projet par cité. Oui, tout à fait, Madame Marquez. Je vais descendre. Alors, si nous rencontrons des difficultés lors du renseignement du questionnaire, y a-t-il une personne référente désignée qui devons-nous contacter? Comme d'habitude, boîte citééducative@nct.fr. Si vous avez besoin d'un temps d'échange, parce que c'est vraiment la catastrophe, on se mettra à disposition pour vous faire un temps d'échange. Si c'est des questions, voilà, il ne faut pas essayer de nous trouver des listes de questions, il n'y a pas de souci, on n'est pas effrayé. Si on a une liste de questions qui arrive avec plein d'interrogations et qu'on vous fait des réponses écrites, ce n'est pas un souci. Vous pouvez aussi faire comme ça, voilà. Mais c'est, en tout cas, si vous avez un besoin de contacter, c'est la boîte citééducative@nct.fr. nct.gouv.fr, pardon. Je l'ai rappelé plusieurs fois dans le chat avant, mais on pourra la remettre. Madame Angermont, les questions du point 2.4, chef de projet, concernent à la fois les chefs de projet ville et les chargés de mission EN. Oui, tout à fait. Vous verrez, ces questions-là, elles permettent de répondre à la fois sur les deux types de… Voilà, si vous avez 2 chefs de projet, un ville, un EN, vous pouvez aussi répondre pour les 2. Ça, il n'y a pas de souci. Et derrière, tout s'ouvre pour que vous puissiez donner les éléments et préciser.
Alors, une agrégation des revues de projet au niveau communal. Alors, nous, on l'aura, cette agrégation des données des revues de projet au niveau communal. Par contre, elle ne sera pas forcément mise à disposition sur ce niveau-là. Par contre, bien entendu, si voilà, une collectivité nous demande au niveau communal de lui transmettre ces données, ça c'est tout à fait possible, enfin, ou une préfecture, on pourra tout à fait l'extraire. Mais par contre, on restera pour ce qui sera mis en accès libre, on va dire, département, région et national. S'il n'y a plus de chef de projet ville, qui sera le référent pour la revue de projet? Ça, c'est à voir entre vous au niveau de la Troïka. Il va falloir nommer quelqu'un pour prendre la responsabilité, voilà, en sachant que le référent de revue de projet, comme on le disait au tout début, c'est celui qui est en charge de la saisie des données. Pas forcément ni la collecte, ni la validation, ni la responsabilité de celle-ci. C'est vraiment la saisie pour nous. Donc derrière vous, vous pouvez vous organiser, on va dire, voilà, pour que soit cette personne soit également celle qui soit en charge de la collecte et d'aller voir les différentes instances, par exemple, pour être sûr de validation, du circuit de validation, soit ça peut vraiment être juste celle qui est en charge de la collecte, puis c'est la Troïka qui est responsable de remplir ensemble le questionnaire, voilà, et de fournir les réponses à transmettre. Quel est, alors, Madame Bourgeamon, dans le point 6.3 fonds de la cité, quelle est la différence entre collège membre et collège associé? Alors, dans les cités éducatives, Saïda, est-ce que vous voulez peut-être répondre éventuellement? Non, non, pas spécialement. Non, mais je peux vous relayer un peu. Allez-y, je vous en prie. Oui, oui. Donc, oui, c'est une question, effectivement, sur laquelle on a une distinction sur laquelle on a souhaité revenir. Dans les conventions cadres, notamment, qui sont signées, même voire dans les conventions de mutualisation du Fonds de la Cité, bien souvent, il est fait justement cette distinction entre membres et associés, notamment par rapport au périmètre de la cité éducative. Parfois, on a des établissements scolaires, notamment parfois des lycées, qui ne sont pas forcément dans le périmètre de la cité éducative et qui sont associés néanmoins. Et c'est tout à fait aussi légitime par rapport à la tranche d'âge des jeunes. Et donc, de fait, ils sont associés dans les instances, mais pas forcément signataires et nommés dans les conventions cadres. Voilà, donc on a des cas de figure très différents, mais en tout cas, les établissements membres sont clairement identifiés dans les documents contractuels, que ce soit la convention cadre ou la convention de mutualisation du Fonds de la Cité. Voilà. Et d'ailleurs, on vous a remis les définitions que vient de rappeler Saïda dans le déroulé du questionnaire. Donc, vous pourrez vous y référer. Merci beaucoup, Saïda. Merci, Diana. Alors, on arrive au bout de la plupart des questions si je n'en ai pas dans le chat. Donc, je vous propose de prendre encore, il est 15h10, les 2 prises de parole et puis après, on s'arrêtera là. Donc, Madame Mélissa BL, je m'excuse, je ne suis pas le nom de famille. Hop. Bonjour. Alors, moi, j'ai une petite question. Cité éducative de Forbach, qui est nouvellement labellisée cette année, mais dont la convention triennale n'est toujours pas signée. Vous dites que les fonds doivent être engagés avant le 15 octobre. Je m'inquiète un peu. Non, les fonds, c'est avant fin novembre. Avant fin novembre. Oui. Ouais. Par contre, oui, il y a cette deadline-là, c'est vraiment fin novembre, parce que si les crédits ne sont pas engagés, donc versés aux porteurs de projet avant la fin novembre, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils retournent dans le budget global de l'État et la cité éducative n'en dispose plus. Donc, du coup, c'est important de pouvoir vraiment engager ces crédits. Donc après, ce qu'ont fait certaines cités éducatives l'an passé, c'est qu'elles ont pu tout déléguer, par exemple, à une caisse des écoles en fonctionnant en année scolaire pour être sûr d'avoir le temps après de déployer les actions jusqu'à la fin juin de l'année suivante. Mais en tout cas, il faut vraiment les engager, les verser avant la fin novembre. D'accord, merci beaucoup. Là-dessus, c'est Grand Est, je ne fais pas de bêtises. La région. Non, c'est Grand Est, c'est ça. C'est Grand Est, ok. Voilà, donc sur le Grand Est, il faut vous mettre en relation aussi avec la préfecture, les services de la préfecture de région là-dessus, parce que typiquement sur ce type de sujet, en général, eux, ils sont en alerte. Donc voilà, ils auront des réponses aussi à vous apporter pour être sûr qu'il n'y ait pas de loupé. Madame Weber, si vous avez besoin. Ouais, Madame Weber, je ne la vois pas là dans le chat, elle est souvent présente, mais voilà, on peut aussi vous mettre en relation si jamais vous n'avez pas le contact. Non, mais j'ai son adresse mail, j'ai déjà contacté par mail. Ouais, donc n'hésitez pas à la solliciter à ce sujet-là, elle est très au point, elle vous répondra pour éviter les couacs.
D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, je m'excuse, Fresco-Diouf, je pense. Oui, bonjour, je m'appelle Judith Fresco. Je suis en charge des cités éducatives du Vaucluse à la DETS d'Avignon. Et donc, vous avez déjà répondu à beaucoup de mes questions, notamment sur l'année scolaire, puisque notamment à Avignon, depuis 2019, on est en année scolaire. Donc là, on va vous rendre compte d'actions qui vont commencer maintenant, mais la plupart ont déjà eu lieu et elles vont se terminer en juin 2023. Ce que je ne savais pas, que je découvre aujourd'hui, peut-être j'aurais dû mieux me renseigner, c'est qu'on pouvait donner plus de 15 000 € sur le 147 au fonds de la cité éducative, c'est-à-dire à l'éducation nationale, au collège chef de file. Et si on l'avait su, si on peut le faire, ça nous permettra de payer plusieurs actions qui sont de fait portées par l'éducation nationale. Je pense notamment à la création d'une micro-école qui se déroule dans un musée et au projet DEMOS. Certaines cités éducatives doivent le connaître. C'est la création d'un orchestre avec 90 enfants dans les écoles et hors école. Et c'est une action qui coûte très, très cher. Et là, on est obligé de trouver des subterfuges pour donner de l'argent de l'État à l'éducation nationale. On fait passer l'argent par la ville. Voilà. Donc, tout à fait. Je pense que là, effectivement, vous avez eu un petit loupé dans pourtant les facilités qu'on essayait de mettre à disposition. Typiquement, effectivement, c'est une action qu'on finance régulièrement. Enfin, dans les cités éducatives, ça revient régulièrement. Et effectivement, en fait, le principe du fonds du collège chef de ville, c'est qu'il est financé à parité par l'éducation nationale et la ville, donc 15 000 €. Et ça, par contre, c'est vraiment le fonds du collège chef de file. Par contre, il est possible effectivement d'aller un peu plus loin dans l'abondement, notamment pour porter des actions de l'éducation nationale. Qui en particulier, je pense aux écoles, n'ont pas la personnalité juridique et donc ne peuvent pas bénéficier, par exemple, de subventions pour justement porter des actions. Or, l'objectif, c'est bien de toucher le réseau d'éducation prioritaire et pas que le niveau d'enseignement du collège. Donc ça, effectivement, on vous le confirme. Alors, par contre, mais dans les villes… Pardon, juste une précision. Vous ne pouvez pas confier, par contre, l'ensemble des crédits au collège. Ça, je le précise juste. Oui, voilà. J'ai bien compris. Mais pour des actions, il n'y a pas… Elles ne donnent rien, bien sûr. Les villes, elles ne donnent rien au fonds de la cité éducative. Il n'y a que l'État ANCT 15 000 pour l'instant et 15 000 l'éducation nationale. Les villes ne donnent rien et donc on s'en sert pour payer des petites actions qui ont lieu au sein des écoles. Et par exemple, pour cette histoire de DEMOS dans le Vaucluse à Avignon, ça coûte 300 000 €. Donc, on a fait un petit budget. On a trouvé une médecine. Il y a des sommes qui sont payées par ailleurs. Et il y a 15 000 € de l'éducation nationale qui vient abonder ce DEMOS avec la NCT qui donne aussi 15 000 €. Voilà, bon, bref. D'accord. Oui, vous ne confiez pas 300 000 € au DEMOS, rassurez-moi. Le sur les crédits. Voilà. Non, il y a là-dessus, je vais laisser Saïda peut-être réagir aussi. Je vous en prie, Saïda. Non, juste la ville peut abonder les crédits du fonds de la cité. Hein. Elle pourrait. Non, mais pour être complètement… oui. Voilà, donc effectivement, pardon, pour aller dans le sens de Chevet, il n'est pas question de donner, de déléguer cette somme-là au collège, qui n'en aurait d'ailleurs pas forcément les moyens, je pense, de gérer une somme aussi importante dans un délai aussi très court et compte tenu de l'ampleur du projet. Et ce n'est pas l'idée non plus. La démarche. On pourra peut-être aussi vous renvoyer la note d'exécution financière parce que c'est détaillé en fait ce que vous pouvez faire avec le fonds du collège chef de file. Et donc, juste pour revenir sur la collectivité, il n'y a pas d'obligation pour la collectivité d'abonder le fonds du collège chef de file. C'est vraiment à minima un fonds qui est financé par l'État. C'est possible, voilà, si des partenaires comme une CAF, une collectivité veulent s'investir dedans, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas une obligation. L'obligation de cofinancement de la collectivité, elle est sur le reste du plan d'action, du coup, pas sur le fonds du collège chef de file, qui est quand même très spécifique, qui est pour des actions à destination des élèves du premier degré, du second degré, mais aussi de leur famille. Donc voilà, c'est quand même un fonds un peu spécifique et assez souple pour permettre de faire ce type d'action. Donc, pas forcément des actions d'une grande envergure aussi. Voilà, juste, je voulais préciser ce point-là. Je vous remercie. Merci.
Je prends la dernière question de M. Chauvel et puis après on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 15h16. Si jamais vous avez encore des questions après ça, donc la visio, on vous l'envoie vraiment là incessamment sous peu avec le PowerPoint et le Word. Et après on va s'arrêter parce que ouais, c'est déjà prolongé. Donc la question de M. Chauvel, c'est est-il possible de clarifier l'organisation requise au plan territorial concernant les sites et sœurs labellisés localement? Doit-on nommer un référent par cité existante ou privilégier une approche globale et désigner un seul et même responsable pour assurer la saisie des questionnaires? Donc là-dessus, vas-y, je t'en prie. Oui, alors c'est ce que je vous disais au début. En fait, en principe, il faut vraiment un référent par cité éducative, tout simplement pour des raisons techniques, parce que le lien personnalisé qu'on envoie à chaque référent est attaché à son adresse mail. Donc du coup, si le référent n'a qu'une adresse mail disponible, en principe, il ne pourra pas remplir 2 questionnaires différents pour 2 cités différentes. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un référent par cité éducative avec une adresse mail. Voilà. Si jamais vous dites que quand même vous voulez un référent, par exemple, pour 2 cités éducatives, ça veut dire que ce référent-là devra mettre à disposition une adresse mail pour une cité éducative et une autre adresse mail pour la deuxième. Voilà, il peut pas, enfin, j'espère que c'est clair. Du coup, voilà, j'ai déjà eu le cas d'un personnel de l'éducation nationale qui est référent pour 2 cités, donc je lui ai indiqué ça, et il m'a communiqué une deuxième adresse mail pour pouvoir assurer la saisie de ces 2 questionnaires. Mais il faut bien 2 adresses mail différentes. Donc pour les 3 cités des Rennes, l'idéal, c'est d'avoir 3 référents différents avec 3 adresses mail différentes, ou un même référent qui aurait à disposition 3 adresses mail. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Merci beaucoup, Dinara. Bon, on va s'arrêter là. Pour les quelques questions relatives au fond de la cité, on va déposer là dans le chat tout de suite la FAQ. Comme ça, vous aurez les éléments qui sont déjà disponibles. Je vais aller la chercher après. Donc, patientez 2 minutes. Et puis sinon, pour les autres personnes, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce webinaire. On vous remercie pour vos questions. Et on reste vraiment à disposition par mail, notamment, et au besoin par téléphone si c'est nécessaire. On vous enverra, je vais remettre les contacts également, c'était éducatif là dans le chat. Très bonne journée, merci Naba et merci Saïda.